Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de votre présence. Merci de votre participation, de votre aide matérielle, financière, de votre soutien amical. Bref, merci d'être là parce que c'est ensemble et ce n'est qu'ensemble que nous avançons sur ce chemin d'élévation commune. Ce soir, nous continuons d'explorer nos rendez-vous du service au fil des énergies mensuelles. Mais la trêve estivale étant là, eh bien nous traiterons dans cette conférence de deux groupes de serviteurs à la fois, le groupe des éducateurs et le groupe des politiques, respectivement donc reliés aux énergies cancer et aux énergies lion. Alors comme nous l'avons vu la fois dernière, les trois premiers groupes des serviteurs du monde, les télépathes, les dissipateurs des mirages et les guérisseurs magnétiques, sont indissociables. Ils répondent à une logique intérieure qui exprime les trois qualités fondamentales de toute âme. Et par conséquent, leur spécificité est beaucoup plus abstraite que les groupes que nous allons voir à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Comme nous l'avons déjà précisé, tous les serviteurs de tous les groupes ont déjà établi un contact conscient avec l'âme. Et par conséquent, sont à même de mettre en œuvre leurs facultés de télépathie, de dissipation des mirages et de guérison, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils les utilisent de façon régulière, parce qu'ils n'en sont pas toujours forcément conscients. Mais qu'ils en soient conscients ou non, c'est riche de ces qualités que les serviteurs des trois groupes reliés aux énergies d'été s'engagent dans leur mission. Et ces trois groupes se consacrent à l'éducation, à la politique et à l'évolution des religions. Bien que nous ayons l'habitude de bien séparer ces trois domaines, ces trois groupes sont aussi articulés entre eux dans une logique interne. Parce qu'en réalité, ils répondent tous à un seul et même processus, à un seul et même principe, l'éducation. En effet, tout processus évolutif commence par l'éducation. Tout processus évolutif est un chemin d'élévation. D'où le titre de la conférence de ce soir. Et si tout commence par l'éducation, c'est tout simplement parce que tout changement individuel ou sociétal naît toujours d'une évolution de conscience et non de réformes concrètes. C'est donc à cette éducation des consciences que se consacrent les groupes des éducateurs, des politiques et des religieux. C'est en éduquant les jeunes générations et les personnes de tous âges qui restent ouvertes à de nouvelles valeurs que se dessineront les approches du monde plus global. Et c'est en accompagnant les plus jeunes par l'exemplarité que les plus avancés donnent le goût de ce qu'ils préconisent. Et c'est ainsi que nous verrons peu à peu naître de nouveaux rapports entre tous, de nouvelles relations aux divers environnements au sein duquel nous évoluons. Il faut bien se rendre compte, et je crois que nous le savons, que sans changement de paradigme, le monde ne changera pas. Et l'égoïsme qui atteint un paroxysme dans notre société moderne poursuivra sa route jusqu'à ce que de multiples catastrophes finissent par obliger l'humanité à opérer un saut de conscience. Mais si nous pouvions, en tant qu'humains responsables, changer notre état d'esprit avant que l'horreur ne nous y oblige, ça serait vraiment, vraiment très bien. Eh bien, c'est cette mutation que cherchent à promouvoir les groupes des éducateurs, des travailleurs dans le domaine de la politique et de la religion. Alors commençons par nous intéresser à l'éducation actuelle. Où est-ce qu'on en est ? Comment est-ce qu'on pourrait la définir ? Eh bien, on sait combien l'éducation donnée par les familles est très spécifique. Parce que cette éducation, elle dépend étroitement de la culture de chaque famille, de leurs croyances, de leur classe sociale, du lieu d'habitation et naturellement de leur âge de conscience. Alors pour compenser toutes ces inégalités, on fait confiance à l'éducation nationale, perçue généralement comme un système neutre, qui dispense à tous les mêmes connaissances et les moyens de compréhension du monde qu'on pense universels. Mais il n'en est rien. L'éducation générale dispensée aux enfants comme aux adultes n'est pas neutre. Elle est toujours le reflet d'un état de conscience majoritaire. Elle porte une certaine culture, elle défend certains points de vue et certaines normes
qui conforte la vision nationale et les implications religieuses, culturelles et morales qui sont en vigueur à un moment donné. En effet, l'éducation, c'est le moyen par lequel les adultes assurent les bases de la pérennité du monde qu'ils souhaitent promouvoir. Alors, si les choses bougent doucement depuis un demi-siècle, aujourd'hui encore, le premier but de l'éducation reste de former de bons citoyens, fidèles aux valeurs de leur nation et capables de relayer et de défendre une vision du monde politiquement correcte. Le second but de cette éducation, c'est de former des agents économiques, aptes à produire et à consommer, afin de soutenir le processus de croissance en vigueur dans le pays et dans les divers circuits associés. Quant au but des familles, lui, il consiste encore rarement à contribuer à l'évolution de conscience de leurs enfants, mais simplement à tout faire pour leur assurer une bonne situation et leur bonheur. C'est tout. Alors, ce constat pousse de plus en plus d'individus à dénoncer tous les enseignements qui sont basés sur le passé, sur la mémoire, le mental concret, le matérialisme, la glorification de la nation et de ses guerres, et même pour certains pays, sur la religion. Alors dans ces conditions, le respect de l'autre s'arrête aux frontières des opinions et des nombreux formatages. Comment voulez-vous apprendre le respect mutuel et la reconnaissance si chaque enfant, chaque citoyen de la Terre qui s'ignore encore, est enrégimenté dans un système de pensée qui affirme que seul ce qui a cours dans son pays est digne d'intérêt? L'éducation, alors, n'est qu'un conditionnement qui entretient à travers les générations les mêmes vieilles lunes, les mêmes vieilles idéologies propres à la conscience de masse, ou même à la conscience individuelle. Par ailleurs, il faut bien voir combien ce type d'éducation repose encore en grande partie sur la nécessité d'inculquer les notions jugées fondamentales, ce qui, on le notera, ne correspond pas du tout au sens étymologique du mot éducation. En effet, vous savez qu'éduquer vient du latin exducare qui veut dire conduire hors d'eux. Éduquer, fondamentalement, consiste donc à aider chaque être à découvrir ses limites, ses enfermements, pour s'en dégager. C'est le conduire hors de l'ignorance. C'est l'accompagner hors des bornes de l'égocentrisme vers la découverte de son être intérieur et de ses qualités fondamentales, afin qu'il puisse se construire et construire un monde plus lumineux. De même, comme nous le verrons à une échelle plus large, éduquer, c'est aussi conduire une société, une nation, une fédération de nations, hors des limites séparatistes, génératrices d'injustes relations. Et ça, c'est le travail du groupe des serviteurs dans le domaine de la politique que nous verrons tout à l'heure. Si de nos jours, l'éducation scolaire tend quand même de moins en moins à formater les enfants, mais à les former, nous sommes encore loin de l'accompagnement vers l'être essentiel de chacun. Et seules quelques écoles privées marginales vont déjà dans ce sens aujourd'hui. Ce tableau qui peut paraître peu brillant existe encore naturellement. Il a dominé en Occident au cours du XXe siècle et il a construit le monde d'aujourd'hui. Mais ne nous plaignons pas. L'éducation, comme tous les aspects d'une civilisation, n'est que le reflet d'un état de conscience. Et l'école du XXe siècle n'échappe pas à la règle. Nous pouvons mesurer là aussi combien l'éducation dans le monde, à nouveau, est inséparable de la politique et de la religion. Donc heureusement, actuellement, les mentalités changent doucement et un certain nombre d'individus pensent désormais l'école autrement, ce qui signe vraiment l'arrivée d'un nouvel état de conscience. Et cette nouvelle conscience, au-delà de la conscience individuelle, répond à la poussée de l'âme qui appelle chacun à l'évolution constante. Alors il en résulte de plus en plus d'adultes qui s'auto-éduquent en permanence vers leur être essentiel. Et ça, c'est un phénomène de société tout à fait récent. L'auto-éducation de chacun vers quelque chose d'autre que la personnalité. Alors de nouveaux objectifs apparaissent. Quels sont ces nouveaux objectifs? Les éducateurs qui se consacrent aux enfants et aux adultes doivent avoir vraiment en ligne de mire les justes relations. Et pour ça, ils doivent vraiment s'efforcer de conduire chaque individu, chaque groupe, vers le respect et la reconnaissance qui sont les bases indispensables à l'édification de ces justes relations.
Alors, on peut vraiment faire reposer l'éducation sur les trois éléments essentiels que sont la valeur de l'individu, l'importance de l'humanité une et l'unité planétaire. La valeur de l'individu, l'importance de l'humanité une et l'humanité planétaire. Il est vraiment temps de concevoir l'éducation comme une approche du monde où l'individu, le collectif et le global s'allient et se relient, coopèrent et co-construisent. Et c'est la raison pour laquelle les trois groupes de serviteurs qui travaillent à l'éducation, à la politique et à la transformation des religions sont les trois aspects d'une même démarche fondamentale, à savoir l'éducation de l'humanité à ces trois valeurs. En effet, l'éducation s'adresse à chacun d'entre nous et ça veille à ce que chaque individu puisse progresser selon ses capacités et son rythme particulier le long de la courbe d'involution et d'évolution. La politique s'adresse à tous également, mais en tant qu'ensemble, plus d'une manière individuelle. L'éducation par la politique incite chaque petite communauté à se considérer comme une partie d'un tout plus grand dans lequel s'inscrire pour concourir sans cesse au bien du plus grand nombre. On y reviendra. Quant à l'éducation portée par le groupe des religieux, que nous verrons plus spécifiquement en septembre, eh bien elle redonnera au mot religion son véritable sens. Le groupe des religieux est celui qui a pour mission de nous conduire hors des dogmes et des idéologies séparatistes pour nous accompagner sur le chemin d'alliance entre l'essence et l'existence. Ce groupe soutient tous ceux qui cherchent à incarner les qualités du spirituel au cœur même du quotidien. Bon, voilà pour ces points communs entre ces trois groupes. Alors concentrons-nous maintenant sur le groupe des éducateurs, parce que c'est à ce groupe que revient d'établir les fondations qui seront indispensables à la progression des autres groupes. Qu'est-ce que l'éducation ? Nous avons longuement développé en 2019 le thème « L'éducation, passerelle pour le futur ». Et nous avons particulièrement souligné, entre autres, l'importance de l'éducation par les sens. Donc nous n'allons pas du tout résumer tout ce qui a été dit pendant cette année-là. Vous pouvez vous y reporter si le sujet vous intéresse. En fait, aujourd'hui, nous avons choisi avec Frédéric de traiter le sujet sous l'angle particulier des serviteurs du monde qui s'attellent à penser et à porter l'éducation telle qu'elle peut être conçue du point de vue de l'âme. C'est donc une vision qui pourra vous sembler un peu utopique, mais le thème tout entier des groupes des serviteurs ne consiste pas du tout à donner des solutions pratiques aux problèmes d'aujourd'hui, mais à développer une vision et à nourrir des formes pensées d'avenir. Alors, commençons par une définition proposée par Alice Bailey. L'éducation, c'est la science qui relie les parties intégrantes de l'homme, le reliant aussi, ainsi à son entourage, et puis au grand tout dans lequel il a un rôle à jouer. Vous voyez, l'éducation, c'est la science qui relie les parties intégrantes de chaque humain, le reliant à son entourage immédiat, et au grand tout dans lequel il a un rôle à jouer. Cette définition est intéressante à étudier en détail. Tout d'abord, elle fait de l'éducation une science, donc une discipline qui répond à des lois et ne doit donc rien au hasard. Ensuite, il est fait mention de trois relations à établir. Si celle à l'entourage immédiat ne pose pas de difficultés particulières, par contre, il est intéressant de regarder de près les deux autres propositions de relations. Relier les parties intégrantes de chacun, relier l'humain au plus grand tout dans lequel il a un rôle à jouer. Ce qui suppose qu'il existe un grand tout, qu'il s'agit de s'y relier parce que l'homme a un rôle à y jouer. Cette définition très complète concerne d'ailleurs aussi bien les enfants que les adultes, à quelque niveau de conscience qu'ils soient. Et voilà comment le groupe des éducateurs peut conduire les humains bien plus loin qu'on ne l'imagine parfois. Alors examinons ces deux propositions et voyons de plus près les parties intégrantes de l'humain qu'il s'agit de relier entre elles et au plus grand tout. Lorsque nous évoquons les différents aspects de l'humain, nous pensons généralement à la dualité entre l'âme et la personnalité ou aux différentes instances de la personnalité que sont le physique, l'émotionnel et le mental. Ok. C'est une approche qui prend déjà en compte une certaine complexité de l'humain, mais qui reste quand même une approche incomplète et approximative.
Pour traiter de cette science de l'éducation, il nous faut aborder le sujet difficile de la constitution de l'être humain. Parce que ce n'est qu'à partir du moment où on le perçoit dans son entièreté qu'on peut comprendre l'ensemble du processus éducatif et le rôle qu'il joue dans le grand tout. Voyons donc cette constitution. Alors, surtout, ne vous laissez pas impressionner par la complexité du sujet. Nous cherchons juste à être évocateurs, à fournir une vision globale à partir de laquelle prennent place les différents échelons d'évolution. Les notions que nous abordons là ce soir font référence à des données abstraites, et il est donc tout à fait normal qu'elles ne nous soient pas du tout familières. Connaître leur existence permet cependant d'esquisser les feuilles de route éducatives que la première conférence de ce cycle a détaillées. En général, c'est vrai que pour comprendre le fonctionnement de quelque chose, nous préférons partir des faits pour essayer de remonter progressivement aux causes. Et par exemple, en ce qui concerne l'humain, nous avons tendance à partir de ce que nous connaissons, à savoir la personnalité, pour remonter vers sa source. Mais la méthode ésotérique exige le fonctionnement inverse. Elle déroule une vision qui procède toujours du global pour aller vers le particulier, qui part toujours des vibrations les plus élevées vers les vibrations les plus basses. Pourquoi ? Parce qu'en partant de l'apparence, si on part d'en bas, du moi, nous partons d'une identité bien établie et que nous connaissons bien. Et nous avons souvent quelques difficultés à imaginer les sphères supérieures dont il émane autrement que comme des extensions, des améliorations, voire des ramifications de ce moi. Et tout est faux. Alors qu'en partant du haut, nous affirmons dès le départ notre aspect divin. Nous partons du principe que nous sommes fondamentalement esprit, et c'est en descendant, comme nous allons le voir d'octave en octave, que nous allons avoir les différents plans qui vont donner naissance à notre être en entier. Donc tous ces plans vibratoires, nous allons les percevoir progressivement, ils vont se densifier progressivement en donnant naissance à nos différents corps. D'ailleurs, c'est ce chemin de descente que l'humanité a emprunté pour s'incarner. Alors, voyons donc cela sur un schéma pour mieux saisir ce dont il s'agit. Voilà le beau schéma. Surtout, gardons à l'esprit que ce n'est qu'un schéma. N'en faisons pas un système fait de cases hermétiques, parce que nous transformerions l'être que nous sommes en un assemblage de formes articulées, alors que nous ne sommes fondamentalement que des énergies consciences en mouvement. Donc c'est un point de repère, mais rien de plus. Alors évidemment, on peut voir dans cette description que nous allons faire l'expression d'une imagination débridée. Et c'est pourquoi nous vous demandons, si elle vous paraît totalement saugrenue, de l'adopter simplement à titre d'hypothèse de travail pour comprendre le chemin par lequel l'éducation peut conduire chacun au-delà des zones d'évidence que nous connaissons tous pour se relier au grand tout. Commençons par une description générale de tous ces plans. Après, nous verrons progressivement leur agencement. Donc, nous voici avec tous les plans que vous avez ici à gauche, le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan bouddhi, le plan atma, le plan de l'esprit. Là, vous avez quelquefois, vous voyez, les mots sanscrits, parce que c'est une science qui est vraiment d'un très lointain passé, qui est née du temps du sanskrit. Donc, on a le plan atma, mais vous avez la correspondance en français. Donc, on a ces 7 plans, ou plus exactement ces 6, parce qu'il y en a un 7e qui se trouve au-dessus, mais sur lequel l'être humain n'a pas de point d'existence, donc il nous en reste 6. Le plan de la monade, et puis donc avec tous les autres plans qui descendent progressivement. C'est une véritable échelle vibratoire, avec en haut donc l'esprit, avec la vibration la plus subtile, jusqu'en bas, ici donc avec le corps physique dense naturellement, qui touche au monde de la matière, qui est la vibration la plus lente. Chacun de ces plans, en réalité, est subdivisé en 7 sous-plans. Mais là, on ne les a pas du tout dessinés, ou uniquement sur le plan mental, pour ne pas encombrer le schéma, parce que sur le plan mental, ils ont une importance particulière. C'est pour ça que sur le plan mental, vous voyez, il vous apparaît comme ça plus important que les autres, mais en réalité, ces 7 sous-plans que nous avons ici, eh bien, ils vont exister sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur tous les autres. Mais là, c'est vraiment important de le faire ici, parce que c'est là que ça va se passer des choses importantes.
En effet, c'est au milieu du plan mental que passe une frontière symbolique entre ce qu'on va appeler le monde sans forme qui est au-dessus. Vous voyez, vous avez là la barre du monde entre les deux mondes. Et bien, entre ces deux mondes, vous avez ici en haut ce qu'on appelle le monde sans forme, et au-delà, on a le monde formel. Évidemment, nous connaissons très très bien le monde formel, comme on va le voir, et on connaît beaucoup moins, et c'est ce que nous devons apprendre à découvrir, donc le monde sans forme. Naturellement, comme on peut le voir, ces différents plans de conscience sont regroupés en triangles. On a ici donc un premier triangle, un deuxième, là l'âme, et puis donc un autre triangle ici, sauf ici où on a un petit carré. Et donc, la partie la plus haute dans ce monde-là, c'est vraiment ce qu'on appelle la triade spirituelle. Voilà, ici nous avons la triade spirituelle, on va voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Là nous avons le petit triangle de l'âme, et là nous avons donc la personnalité, un autre triangle, et nous devons voir un peu comment tout ça, ça s'agence, avec le mental concret et le mental abstrait. Voilà, si vous voulez, la présentation un petit peu générale de ce processus. Simplement, notons au dernier ressort que, comme on le voit bien au niveau du mental, le triangle d'en bas n'est pas du tout en connexion ni avec l'âme, ni avec le triangle d'en haut. Il y a une séparation, et c'est dans cette séparation que justement nous allons avoir tout un processus éducatif à réaliser. Alors voyons à présent quelle est la signification de tous ces plans, et puis pourquoi et comment nous sommes passés de l'esprit que nous sommes jusqu'au plan physique dense. Là encore, on va essayer d'avoir une vue générale simplifiée en omettant exprès toutes sortes de renseignements qui ne seraient pas directement utiles à notre propos. Donc, nous sommes avant tout esprit, qu'on appelle aussi quelquefois monade. Il y a des termes qu'on va vous donner comme ça quelquefois qui sont peut-être un peu complexes, mais qu'on trouve sans arrêt dans la littérature ésotérique, donc c'est intéressant d'avoir les correspondances. Nous sommes donc avant tout esprit ou monade, c'est-à-dire un ensemble de trois qualités divines, de lumière, d'amour et de volonté. La réalité vibratoire de l'esprit est tellement éloignée de ce que nous pouvons en traduire qu'en réalité nous n'avons absolument pas les mots pour pouvoir en parler. Tous les enseignements orientaux ou occidentaux décrivent les états vibratoires de l'âme qui sont à notre portée et sur lesquels nous pouvons mettre des mots. Par contre, les enseignements disent qu'en tant qu'esprit, nous sommes des êtres parfaits et que si nous nous sommes incarnés sur cette terre, c'est pour y amener cet état de perfection jusque dans la matière dense, donc ici complètement en bas. C'est ce qu'on appelle spiritualiser la matière. Mais encore faut-il pouvoir atteindre et toucher cette matière dense. Or, l'esprit ici vibre beaucoup trop vite pour avoir un effet quelconque sur la matière. Il va donc lui falloir créer des délégués, des projections de lui-même, en ralentissant peu à peu sa vibration plan par plan jusqu'à atteindre la matière. Pour comprendre la manière dont ça va se passer, il faut réaliser ce qu'est la loi d'octave en musique. Lorsque nous avons une note, par exemple le La, tum, la, le La sur lequel s'accordent les orchestres, eh bien c'est une note qui vibre à 440 vibrations par seconde. Si nous descendons d'une octave, nous avons toujours un La, mais qui vibre 2 fois moins vite à 220 vibrations par seconde. Un La plus grave, plus dense, qui vibre plus lentement. Et on peut recommencer l'opération jusqu'à ce que ça échappe complètement, donc d'octave en octave, à notre audition. Naturellement, l'opération inverse est aussi vraie. Si nous multiplions par 2 le nombre de vibrations, nous obtenons l'octave supérieure vers les aigus, et ce jusqu'aux ultrasons, qui échappent aussi à notre audition. Et donc cette loi, très importante, montre qu'on peut garder la même note en divisant ou en multipliant par 2 la fréquence vibratoire. C'est le secret finalement de tout ce tableau et de cette constitution de l'être humain. Et comme on le verra aussi, c'est le secret de l'évolution. Et donc, c'est ainsi que l'esprit va projeter ces 3 qualités fondamentales. Elles vont descendre d'une à 3 octaves, Atma, Bouddhi, Manas. Elles vont descendre d'une à 3 octaves pour pouvoir se matérialiser en 3 états de conscience distincts que nous allons appeler la triade spirituelle. Voilà, ce triangle-là, on l'appelle la triade spirituelle.
On, a- on appelle ces trois plans de conscience Atma, qui porte l'intention fondamentale, l'intention primordiale, celle du plan planétaire. Buddhi, qui est le plan porteur de l'amour-sagesse. Et Manas, qu'on appelle aussi le mental, donc, qui est le mental créateur. Et ces trois plans que nous avons ici, donc Atma, Buddhi, Manas, ces trois plans prennent corps, entre guillemets, dans une substance extrêmement subtile au sein du mental abstrait et qu'on va appeler de différents noms. Corps causal, âme, présence ou soi. C'est le petit triangle que nous allons trouver ici. D'une certaine façon, elle peut être considérée, cette âme, comme le corps physique de la triade, son réceptacle au plus proche de la manifestation. C'est cette présence au plus proche du monde formel, vous voyez, il est vraiment à la limite du monde formel, qui nous anime et nous attire progressivement vers le monde sans forme. On en dira plus tout à l'heure. Et puis, cette descente vibratoire, qui est donc déjà importante depuis la monade, on est arrivé justement à la limite entre forme et non-forme, eh bien cette descente vibratoire, elle est encore insuffisante pour pouvoir travailler sur les trois plans inférieurs de ce monde, puisqu'on est juste à la lisière du monde formel. Et donc la loi d'octave va à nouveau fonctionner, et chacune de ces qualités de la triade spirituelle va se matérialiser encore une octave, 2 octaves et 3 octaves en dessous, en trois corps que nous connaissons bien, le corps mental concret, le corps émotionnel et le corps physique éthérique. Et là, il se reproduit quelque chose que nous venons de voir avec la triade spirituelle, à savoir que ces trois aspects, mental, émotionnel et physique éthérique, s'incarnent dans un corps physique dense, symbolisé ici par le carré. Donc nous avons deux fois le même schéma, et c'est vraiment très intéressant, dans le monde sans forme et dans le monde formel. Nous avons deux fois trois en un, c'est-à-dire trois qualités unifiées, Atma, Buddhi, Manas, en âme, ou bien mental, émotionnel, physique, éthérique, en un corps physique dense. Et à chaque fois, cet aspect-là joue le rôle de présence, de point de contact. On le voit bien quand on essaie de contacter quelqu'un physiquement, le rôle que joue le corps physique par rapport à cela. Et c'est exactement ce même rôle que va jouer l'âme au sein de la méditation. Alors voilà pourquoi on dit, vous voyez dans ce schéma, que l'être humain est non-uple. C'est-à-dire qu'il est composé de 9 instances. On voit qu'il est composé il est essentiellement trois qualités fondamentales qui se répercutent trois fois, donc jusqu'au monde matériel. Voilà l'immensité du terrain psychologique sur lequel se déroule l'éducation. Les premiers stades de l'être humain qui émergent de la matière sont physiques et émotionnels, et les derniers stades vibratoires concernent les maîtres de sagesse. Entre ces deux réalités s'écoulent quelques milliers de vies où la conscience progresse de révélation en révélation grâce à l'éducation. Voilà ce que sous-entend le travail consistant, comme le disait Alice Bellet, à intégrer tous les différents aspects de l'humain. Naturellement, tous les aspects que nous venons de voir ne sont que des énergies. Et l'humain, encore une fois, doit être considéré par tout éducateur comme un ensemble d'énergie-conscience qui cherche à s'unifier en un tout, dominé par l'esprit. La monade que nous sommes. C'est pourquoi tout véritable éducateur doit apprendre à travailler avec ses énergies dans un monde d'énergie. On en reparlera tout à l'heure. Alors ce que nous venons de voir, c'est ce qui est appelé le chemin de l'aller, du verbe aller. C'est le chemin qui amène depuis l'esprit jusqu'à la matière. C'est la descente vibratoire depuis l'esprit jusqu'aux corps incarnés. L'éducation suit le chemin inverse. C'est ce qu'on appelle le chemin du retour. L'éducation est donc l'ensemble de tous les processus appliqués pour gravir vibratoirement ce chemin du retour. Et c'est pourquoi on dit qu'évoluer consiste à apprendre à vibrer de plus en plus vite. On fait exactement la même chose, l'effet inverse avec la loi d'octave. À chaque stade de l'évolution, l'individu donc se familiarise avec ses différents corps. Il les développe, il les rend de plus en plus subtils, il les coordonne au fur et à mesure de leur développement. Chaque fois qu'un plan de conscience est atteint, un travail de coordination et d'ajustement vibratoire avec ce qui existe déjà se met en place pour obtenir un fonctionnement coordonné et unifié. Et c'est ainsi que l'humain va d'expansion de conscience en expansion de conscience sur tous les plans. On peut dire que la coordination motrice
qui s'étend chez l'enfant pendant plusieurs années, est le symbole de ce processus. Actuellement, la majeure partie des humains a atteint une pleine coordination du corps émotionnel avec le corps physique. Ces deux-là sont complètement coordonnés. De même, la coordination de ces deux états de conscience avec le mental concret donc, est bien avancée, même si elle n'est pas encore généralisée. Et c'est d'ailleurs ce nouvel état vibratoire qui correspond au développement actuel de l'éducation scolaire dans la plupart des pays. C'est vraiment le bienfait de l'école que d'amener toute cette intégration, cette coordination entre les trois corps de la personnalité. Et donc, la coordination de ces trois plans, physique, émotionnel, mental, permet effectivement donc l'apparition de cette personnalité. Réalisation qui est considérée actuellement comme le but que l'éducation nationale, ou l'éducation d'une manière générale, doit atteindre auprès des enfants et auprès des adultes, parce que pour encore bien des adultes, le travail n'est pas encore complètement terminé. Nous voyons donc combien l'éducation implique de comprendre et d'évaluer précisément le point psychologique atteint par un enfant ou par un adulte, de saisir le plan sur lequel sa conscience est principalement polarisée, et de l'accompagner dans le transfert de ce point focal vers celui qui représente un état de conscience immédiatement supérieur. Ainsi, l'importance accordée au plan de conscience sur lequel un individu est centré va s'estomper progressivement à mesure qu'il s'accorde à celui qui lui est vibratoirement supérieur. Par exemple, si un individu est essentiellement centré sur son corps émotionnel, l'objectif de l'éducation sera de l'accompagner à devenir plus réfléchi, en substituant progressivement le mental à la réactivité de l'émotionnel, pour finir par être de plus en plus centré sur le mental. Mais si, autre exemple, la personnalité est centrée mentalement, pour gravir le pas suivant du chemin d'élévation, l'objectif éducatif est d'aider la personne à se décentrer, à se tourner vers l'ensemble, ce qui est une première expression de l'âme. Et donc chaque étape est un progrès qui se poursuit de point en point jusqu'à ce que le haut de l'échelle soit atteint. Oui, mais comment atteindre le haut de l'échelle? Parce que les deux exemples que nous venons de donner sont relativement faciles à comprendre parce qu'ils concernent des éléments que nous connaissons bien et que nous avons pratiqués. Mais comme nous venons de le voir, il y a encore beaucoup d'autres transferts à réaliser. Et c'est là que le groupe des éducateurs entre en jeu. Comment reconnaître et accompagner ces transferts vers le haut de l'échelle vibratoire? Alors l'étape qui succède à l'élaboration de la personnalité, pas comme nous l'avons vu tout à l'heure, le saut immédiat, c'est le transfert vers l'âme. Et donc, c'est un plan de conscience, l'âme, que nous ne considérons généralement pas comme un aspect psychologique de l'être humain, tant l'âme est reliée dans les anciennes présentations au domaine de la croyance et du religieux, et pas du tout au domaine de la psychologie. Alors, puisque c'est notre prochaine étape éducative, comment concevoir cette part de nous-mêmes? Eh bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'âme, le soi, c'est un ensemble de trois qualités. Elle est un poste avancé, vers le monde des formes, elle est un poste avancé de la triade spirituelle sur le plan mental. Et elle porte en elle les trois qualités que sont la connaissance du plan planétaire, l'amour et la lumière. Et elle incarne ces vibrations et les rayonne à travers le plan mental abstrait dans lequel elle siège. Et c'est important parce que c'est la raison pour laquelle l'âme ne cherche pas du tout à ce que nous développions les qualités émotionnelles ou affectives qui nous animent déjà. Non, elle n'y intervient pas du tout. C'est pourquoi elle cherche à faire de nous des penseurs sur le plan mental abstrait. Lorsque nous nous hissons sur les niveaux vibratoires de l'âme, sur le plan mental abstrait, eh bien, nous devenons aptes à penser au bien de l'ensemble, en termes de globalité, en tant qu'humanité. Et nous devenons à même de contacter ce que nous ne savons pas encore. Penser en tant qu'âme, c'est sortir du monde des connaissances, pour entrer par petites touches dans celui de la connaissance, au-delà du monde des apparences, au-delà des formes. Mais on va y revenir. Alors, nous avons souvent insisté sur l'importance de l'écoute silencieuse et sur la nécessité d'orienter notre antenne mentale vers les vibrations de l'âme. Eh bien, l'antenne que nous déployons en méditation, à l'écoute de cette vibration de l'âme, elle se trouve ici, à la jointure justement entre le monde des formes
et le monde sans forme. Voilà comment la personnalité, au niveau du mental concret, au niveau supérieur du mental concret, peut déployer cette antenne à l'écoute de l'âme. La pratique régulière de cette écoute développe une relation entre le mental concret et l'âme et permet de construire entre les deux un pont énergétique qu'on appelle l'antakarana, qu'on appelle aussi le pont arc-en-ciel. Je vous l'écris. Voilà. Antakarana. Encore un terme sanskrit. C'est un terme qu'on trouve très très fréquemment dans les livres d'Alice Bellet, c'est pour ça que nous le signalons. Sinon, vous pouvez l'appeler simplement le pont arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que cet antakarana et où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, il va se trouver ici, à la suite donc de l'antenne, à relier le mental concret à l'âme. Voilà notre antakarana, je le dessine ici par ce trait noir. Ainsi donc, les deux vont être reliés. J'espère que ça apparaît bien à l'écran. L'antakarana, c'est une relation énergétique qu'on pourrait imaginer comme une sorte de fibre optique immatérielle. L'antakarana doit être construit par chaque être humain afin d'unifier dans un premier temps le mental concret à l'âme. Et cette unification rompt l'isolement de la personnalité, comme vous pouvez le voir, en l'unifiant complètement à l'âme. Par ailleurs, il est important de bien comprendre que ce pont arc-en-ciel fonctionne dans les deux sens. Il permet de remonter en continuité de conscience à l'âme que nous sommes, mais c'est aussi par ce pont que l'âme peut irradier ses qualités à travers la personnalité et vers l'ensemble. Et c'est là tout l'intérêt de ce pont, il se traverse dans les deux sens. Il est important aussi de concevoir que cette démarche est à terme un processus d'unification de l'humanité. En effet, les petites fibres optiques de chacun peuvent finalement s'unir en un seul gros câble optique complètement immatériel, c'est une image, pour construire le grand antakarana de l'humanité qui permettra de relier les mondes manifestes aux mondes subtils afin de pouvoir transmettre leurs qualités jusque dans la manifestation. Et ce point particulier, vous voyez, nous rappelle qu'au niveau de l'âme, ce qu'on a quelquefois tendance un peu à oublier, si le travail de chacun est requis, le but concerne toujours l'ensemble et jamais l'individu pour lui-même. Alors la question se pose, est-ce que cette union entre l'âme et la personnalité ici, est-ce que c'est la fin du parcours? Est-ce que c'est la peine d'aller vraiment plus loin? Cette question se pose parce que beaucoup de personnes qui ont suivi pendant des années des enseignements de méditation et sont parvenus à construire le pont arc-en-ciel, même s'ils ne l'appellent pas comme ça ou n'en sont pas conscients, pensent qu'ils sont parvenus à la fin du parcours puisque c'est un point d'accord et un point d'harmonie. Mais en réalité, et c'est ce que nous montre ce schéma, c'est un point de départ et non pas un point d'arrivée. C'est un point de départ qui ouvre la voie vers un travail d'unité plus vaste encore. C'est juste un palier qui nous donne le goût de poursuivre la remontée vibratoire. Et en effet, une fois que le fossé entre la personnalité et l'âme est comblé, une fois qu'on a réalisé notre unité incarnée, nous devons continuer le chemin du retour pour découvrir les différents niveaux vibratoires de la triade spirituelle grâce à la construction de la seconde partie de l'antakarana qui va relier l'âme à la triade spirituelle. Donc c'est pas fini, l'antakarana il continue et il va de l'âme jusqu'à la triade spirituelle. Et voilà. Donc c'est un pont en deux parties qui relie le mental concret à l'âme et l'âme donc au mental abstrait et à la triade spirituelle. Alors, c'est vraiment ainsi que progressivement, nous apprenons à vibrer à la fréquence lumière du mental abstrait, puis à la fréquence amour du plan bouddhi, et enfin à la fréquence volonté spirituelle du plan Atma, rayonnant au fur et à mesure à travers le pont arc-en-ciel toutes les énergies avec lesquelles nous nous coordonnons. Et tout cela se fait grâce à des techniques particulières de méditation.
Ainsi, l'Antakarana continue de se tisser en remontant d'octave en octave vers la monade, qui est notre origine, et vers l'unification complète de tous nos états d'être et de toutes les vibrations, des plus denses aux plus subtiles. On peut vraiment dire que l'Antakarana, c'est le véritable chemin d'élévation. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi y a-t-il nécessité de remonter jusqu'aux 3 plans de la triade spirituelle, alors que l'âme est déjà porteuse des qualités supérieures d'amour, de volonté et d'intelligence? Le fait de connecter l'âme ne suffit-il pas à nous mettre complètement en relation avec ces 3 qualités fondamentales? Pour bien comprendre ça, faisons la comparaison entre la rencontre avec l'âme et la rencontre avec quelqu'un d'autre. Dans les 2 cas, il y a des étapes de découverte. À la première rencontre avec une personne, nous percevons sa réalité physique, ce qui laisse transparaître certains éléments de sa réalité émotionnelle et mentale. Mais nous n'avons d'elle qu'une apparence, derrière laquelle se déploient certainement des aspects plus profonds, mais qui ne se dévoileront qu'avec le temps. Car ce n'est qu'en fréquentant régulièrement cette personne qu'on va apprendre à la connaître de plus en plus. On n'en reste pas alors aux premières impressions et on découvre peu à peu ces aspects psychologiques plus profonds. Eh bien, du point de vue de l'âme, c'est exactement le même processus de découverte et de connaissance qui est à l'œuvre dans le chemin d'élévation. Lors du contact avec l'âme, grâce à la première partie de l'Antakarana, nous avons une première impression et un premier vécu des qualités dont elle est porteuse. Mais c'est seulement en utilisant la seconde partie de l'Antakarana que nous pouvons remonter à l'origine et à la puissance de chacune de ces qualités. En remontant au-delà de l'âme vers les niveaux supérieurs du mental abstrait, nous devenons un véritable créateur mental. En abordant le plan bouddhi, nous sommes alors capables de vivre totalement la qualité d'amour et d'unité spirituelle. En abordant le plan Atma, nous apprenons à être en unité avec l'intention fondamentale, le plan planétaire. Et c'est alors que nous sommes prêts au dernier saut qui nous amène jusqu'à l'esprit. Et là, c'est l'état de maître de sagesse. Donc, les fondamentaux que sont le plan planétaire, l'amour et l'intelligence créatrice que l'âme reflète, demandent à être explorés, demandent à être approfondis, de la même manière que nous avons chacun à découvrir la profondeur des êtres que nous côtoyons, si nous voulons véritablement les connaître, les reconnaître et les comprendre véritablement. Mais bien souvent, nous restons sur les aspects superficiels de la relation, évitant d'explorer les mystères des personnes avec lesquelles nous vivons pour ne pas risquer d'être surpris, déstabilisés, voire remis en cause. Il en est de même quand il s'agit d'emprunter ce chemin du retour vers l'âme, puis vers l'esprit, parce que ce chemin d'élévation implique pour cheminer de s'alléger, et donc de renoncer à de multiples attachements, et de risquer aussi d'en être stabilisé et complètement remis en cause. Voilà la comparaison, vous voyez, entre ces 2 aspects, et pourquoi il est vraiment nécessaire d'aller au-delà de l'âme qui est simplement notre premier point de contact. Alors on pourrait dire que tout ceci est fort intéressant et se demander ce que vient faire cet enseignement sur le pont arc-en-ciel à propos d'éducation. Tout simplement parce que le développement de l'Antakarana, c'est le but assigné à l'éducation du futur. C'est l'outil indispensable que doivent développer tous les groupes de serviteurs du monde. C'est par la première partie de ce canal que nous sommes tous télépathes, dissipateurs du mirage et guérisseurs magnétiques. Et c'est grâce à la construction de la seconde partie que nous deviendrons sensibles aux énergies de la triade spirituelle auxquelles certains groupes doivent absolument se relier. Nous verrons par exemple combien le plan Atma est une source indispensable d'inspiration pour le groupe travaillant sur le plan de la politique. Et combien le plan bouddhi entre en jeu d'une manière fondamentale avec les serviteurs du domaine de la spiritualité. Mais revenons-en pour l'instant donc au groupe des éducateurs. Comme nous l'avons dit, beaucoup d'éléments ont été détaillés lors des conférences de 2019. Mais ce soir,
Frédéric et moi-même, nous voudrions insister sur un élément tout à fait nouveau que ce groupe des éducateurs doit mettre en œuvre. C'est l'enseignement de la méditation et de l'apprentissage de la construction de l'Antakarana à l'école. Alors, on pourrait dire qu'en Occident, l'école actuelle a réussi à mener ses élèves hors de l'ignorance, hors d'une certaine dépendance, et qu'elle a permis à de nombreux élèves d'élaborer des personnalités créatrices et autonomes. Et c'est évidemment une belle réussite. Mais il faut voir aussi que c'est cette éducation qui a contribué à développer considérablement notre monde d'égoïsme, de matérialisme, à l'origine des déboires que nous infligeons à la planète. Heureusement, le chemin d'élévation dont nous parlons est un chemin d'élévation perpétuel et nul ne peut en rester à la construction de l'outil que représente la personnalité. Et c'est donc à la nouvelle école de sortir l'humanité de cette impasse en ouvrant les consciences pour permettre à chacun et au plus grand nombre de suivre le chemin du retour et en apportant les techniques nouvelles nécessaires. L'éducation doit maintenant conduire vers l'être réel que nous sommes, vers l'utilisateur de l'outil, le soi, l'âme, renouant ainsi avec l'étymologie du mot éducation. Mais avant d'en arriver au développement psychologique très subtil vers lesquels amène la seconde partie de l'Antakarana, c'est un peu plus loin dans l'avenir, on peut supposer que le groupe des éducateurs va commencer par mettre l'accent à l'école sur la première partie de l'Antakarana. Il peut donc être très important de considérer qu'est-ce qu'amène cet enseignement. Quelles en sont les conséquences? Le pont arc-en-ciel est une passerelle qui mène vers une réalité fondamentalement différente de celle qui nous est familière. C'est un passage dans un autre monde. C'est un chemin d'élévation, un escalator de la conscience qui permet de rejoindre un monde complètement différent de celui qui nous est familier. Toutes les expériences éducatives qui existent déjà permettent de faire ressortir 3 points que je vous propose. D'abord, ce pont ouvre l'accès au monde des énergies conscience. Deuxième point, il révèle l'unité qui règne au sein du monde de ces énergies. Et enfin, il donne la clé du mental, initiant la capacité de penser, libérée du contenu du savoir passé. Examinons plus en détail chacun de ces points. L'Antakarana ouvre l'accès au monde des énergies conscience. Du côté intérieur de l'existence, toutes les formes se révèlent en tant que résultat d'un jeu d'énergie qui leur préexiste. Qu'elles soient physiques, émotionnelles ou formes pensées, toutes les formes se perçoivent comme le résultat de flux d'énergie conscience complexes qui circulent en répondant à la loi de cause à effet. Nous sommes alors plongés complètement dans une réalité dont la physique quantique témoigne. Du côté intérieur de l'existence, nous vivons, nous sentons, nous pensons alors de manière ondulatoire, inséparable, et qui rend compte d'un tout autre monde, et notre identité profonde en est totalement transformée. Nous vivons de l'intérieur l'ensemble d'énergie conscience que nous avons appelé tout à l'heure l'âme. De plus, nous découvrons alors l'océan d'énergie qui nous environne, qui nous influence et nous façonne. Grâce à l'Antakarana, nous pouvons séjourner dans les espaces subtils de conscience pour découvrir les différentes notes d'énergie qui se mêlent, qui s'allient et se délient pour créer ce que nous sommes et ce que nous vivons. Enfin, nous expérimentons aussi que toutes ces énergies conditionnent tout ce qui nous entoure. Elles représentent le monde causal dans lequel tout prend naissance. Nous apprenons alors à comprendre quelque chose de fondamental, c'est que tous les événements du monde doivent être considérés comme de l'énergie en action. Nous devons apprendre à considérer les événements du monde comme de l'énergie en action. Voilà pourquoi nous disions tout à l'heure que les éducateurs doivent apprendre à travailler avec les énergies. Deuxième point, l'Antakarana révèle l'unité au sein des mondes d'énergie. En suivant ce chemin d'élévation, en effet, nous quittons le monde du séparatisme pour entrer dans celui de la globalité. Parce que dans ce monde au-delà des formes, nul ne peut s'approprier personnellement
un ensemble d'énergies qui sont interconnectées, c'est impossible. Nul ne peut se couper non plus de la mer énergétique dans laquelle nous avons tous la vie et l'être. Dès lors, l'état de conscience qui se découvre, c'est celui qui prend en compte l'ensemble, qui vit au tempo d'un rythme commun à l'humanité, à la planète et à tous les terriens. Nul ne peut alors se considérer à part, coupé de l'ensemble. Et évidemment, ça change radicalement notre façon d'être au monde et de relationner avec nos semblables. Donc l'antakarana, ça donne l'accès au monde des énergies consciences, premier point. Ça révèle l'unité, deuxième point. Voyons à présent le troisième point. Il confère la capacité à penser en se libérant du connu. Mais comment penser de façon nouvelle? Comment penser au-delà de ce que l'on sait déjà? Comment apprendre à penser sans se servir des corpus théoriques acquis à la force de nos cerveaux? Là encore, une fois pris l'escalator de la conscience pour le monde ondulatoire, il suffit de séjourner sur les mondes de notre mental abstrait, de se mettre en mode écoute des vibrations de l'âme et des plans supérieurs, d'accueillir le silence qui en émane et de garder entière la capacité de se laisser surprendre sans aucune attente particulière, ce que nous décrivions un peu tout à l'heure. Alors là, on pourrait dire, oui, mais on traite spécifiquement de l'éducation d'adultes. Ah non, 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 il n'en est rien. Tout ce que nous sommes en train de dire sur l'antakarana à l'école, c'est pour tout le monde, y compris les enfants, chacun à sa mesure. Si nombre d'adultes sont déjà engagés dans cet apprentissage, une nouvelle façon de penser, ce n'est que pour mieux le diffuser dans les écoles. Lors de notre cycle sur l'éducation, en 2019, donc, nous avions évoqué l'importance d'introduire la philosophie et la méditation à l'école dès l'âge de 7 ans. Et nous avions insisté sur le fait que ça se fait déjà et sur les 4 temps de cette démarche éducative. Revoyons-les très rapidement. Pour développer une nouvelle façon de penser, il y a tout d'abord un premier temps indispensable qui initie une phase de déconditionnement, qui permet de se départir des poncifs, de tout ce qui a été entendu, appris, admis, comme juste ou faux. Et cette toilette mentale est généralement beaucoup plus rapide chez les enfants que chez les adultes, qui restent très imprégnés des raisonnements, des savoirs et des opinions maintes et maintes fois ressassées dans leur mental concret. Le deuxième temps consiste en une série d'exercices ludiques, à même de développer l'habileté et la souplesse mentale. Ça, même pour nous, on y pense peu. Des jeux sur l'induction et la déduction font partie de l'entraînement. Si la plupart des individus ont des facilités avec la déduction, qui permet de saisir à partir d'une idée les conséquences qui en résultent, le travail d'induction est beaucoup plus ardu parce qu'il propose l'opération inverse. Partir des faits, des événements nombreux, pour en induire une théorie. C'est une opération qui permet d'apprendre à conceptualiser, d'où sa difficulté. D'autres jeux permettent aussi d'apprendre à argumenter et à ne pas se contenter d'affirmer. Apprendre que la base de la recherche, c'est l'art de se poser des questions et non pas de poser des réponses. C'est aussi s'entraîner à répondre avec une question pour relancer la recherche et le terrain d'exploration, relancer la balle aux autres. Le développement de la souplesse mentale invite aussi à jouer avec de l'analogie, de l'imagination créatrice et incite à faire preuve de discernement. Quant au troisième temps, c'est le temps de la méditation. Naturellement, à l'école, ce sera un temps de méditation pratiqué en dehors de tout aspect religieux ou spirituel. C'est un temps de silence, c'est un temps d'intériorisation, un temps de concentration, un entraînement à ne pas laisser vagabonder la pensée sur les zones du connu. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui permet de comprendre que seul le silence intérieur permet d'entendre les idées qui cherchent à descendre. Tant qu'on est dans le bruit, obnubilé par nos sécrétions mentales et nos commentaires, rien d'innovant ne vient éclairer nos idées. Le but du silence intérieur, c'est donc d'offrir un espace vierge pour que puissent s'y poser de nouvelles idées. Et le quatrième temps, propose de penser. Penser, oui, mais pas tout seul.
Le quatrième temps, c'est d'apprendre à penser ensemble. En effet, le but de la philosophie pour enfants, ça n'est pas du tout de développer une performance individuelle, mais d'arriver au contraire à apprendre aux enfants à penser ensemble, à penser en groupe. Ce n'est pas appliquer des techniques d'écoute et de communication de manière à ce que tout le monde puisse être entendu. Non, non. Ce n'est pas non plus compiler ensemble à partir de connaissances, mais penser ensemble à partir de ce qu'on ne sait pas. En écoutant les vibrations, en n'ayant pas peur de l'inédit et en cherchant à les traduire en fonction des spécificités de chacun, pour donner cœur à de nouvelles idées créatrices du monde de demain. Fussent-elles extrêmement minimes. C'est le principe d'apprentissage qui compte. Et comme vous le voyez, une fois de plus, comme on l'a vu tout à l'heure, l'accent est mis sur l'ensemble. Ça surprend toujours un peu parce que nous sommes habitués au développement personnel, surtout en parlant d'éducation, et à l'effort individuel pour parvenir à nos propres fins. Mais nous sommes des cellules de l'humanité une. Et si la construction de l'Antakarana passe par l'implication forte de chacun, il est évident que le but du groupe des éducateurs, c'est de parvenir à un Antakarana de groupe qui relie le monde de l'âme au monde humain, pour permettre vraiment à tous de jouer pleinement le rôle de passeur entre les mondes suprahumains et les mondes subhumains. Donc, voilà à quoi les premiers développements de l'Antakarana aboutissent. Ça ouvre l'accès au monde des énergies conscience, ça révèle un vécu d'unité, et ça confère la capacité de penser en se libérant du connu. Beaucoup de personnes, ignorant complètement cette histoire d'Antakarana, pourraient dire qu'elles vivent déjà quelque peu ces trois développements. Ah oui, bien sûr. Mais la plupart du temps, sans en connaître le fonctionnement. Tout à l'heure, nous avons dit que l'éducation est une science. C'est donc en comprenant ce que nous vivons que nous pouvons utiliser au mieux les moyens d'évolution. Le rôle du groupe des éducateurs, c'est pas de faire dans l'improvisation, mais ça consiste à rendre aussi précis cette progression et les moyens d'y arriver que la précision actuelle qui existe sur le développement des corps de la personnalité. Voilà pourquoi il est important d'apprendre justement toute cette précision concernant la feuille de route de l'humain à travers tous ces plans. Alors, après ça, passons donc de l'éducation individuelle à l'éducation des groupes sociaux, par le moyen du groupe des travailleurs dans le domaine de la politique. Alors, ces serviteurs dans le domaine de la politique, ils ont pour mission de devenir un agent de liaison entre l'intention fondamentale porteuse du plan sur Terre et l'humanité qui doit le mettre en œuvre. Un agent de liaison entre le plan de la volonté qui se trouve ici, dans la triade spirituelle, et donc l'humanité. Pour ce faire, le groupe des politiques a besoin que le travail des éducateurs soit lui-même bien avancé. Parce qu'au-delà des apparences et des a priori divers, la politique est fondamentalement un processus d'éducation collectif. Tenant compte des progrès de chacun dans l'élaboration et le franchissement de la passerelle qui mène vers les mondes abstraits, on pourrait considérer la politique comme le processus initiatique qui doit mener un jour à la reconnaissance pleine et entière de la réalité de l'humanité une. Et voilà pourquoi le travail de ce groupe est particulièrement ardu. Et de fait, il ne pourra développer son œuvre qu'à partir du moment où la nouvelle éducation sera véritablement effective. Pour l'instant, il n'est pas encore véritablement actif. Donc, comme nous l'avons vu, le groupe des éducateurs travaille à unir le mental concret à l'âme et au mental abstrait, à ce niveau-là. Alors que le groupe des serviteurs de la politique, comme je le disais à l'instant, doit gravir un nouveau palier sur le chemin d'élévation. Il doit atteindre la zone vibratoire supérieure de la triade spirituelle pour contacter l'aspect volonté fondamentale qu'il convient de traduire et d'incarner. Et c'est là une des tâches les plus difficiles. Et il y a encore peu de serviteurs capables de fonctionner totalement à ce niveau de conscience. Et puis par ailleurs, pour celles et ceux qui y parviennent, les messages dont ils se font passeurs restent très difficilement entendables à l'heure actuelle. En effet, notre réalité vibratoire actuelle est accordée à la vibration majoritaire de l'humanité d'aujourd'hui, en termes d'éducation collective, j'entends.
Les idées que nous pouvons entendre et accepter sont fonction de cette fréquence vibratoire. Le groupe des politiques ne peut donc proposer que des idées suffisamment proches de la vibration supérieure atteinte par certains humains pour ne pas risquer de susciter de violentes résistances ou tout simplement risquer le rejet pur et simple. Alors ce travail des serviteurs politiques recouvre plusieurs aspects. On pourrait commencer par dire que la politique, c'est l'art de gouverner, c'est-à-dire de tenir le gouvernail d'une nation et de maintenir le cap sur une vision d'avenir. Cette vision doit s'inspirer des qualités fondamentales de l'âme et de la personnalité de chaque nation. Ah. En effet, aussi surprenant que ça puisse paraître, les nations ont une âme et une personnalité. À l'image donc de ce que vivent les humains, on peut dire par exemple que l'âme d'une nation, c'est ce qu'elle doit amener fondamentalement au monde. Quant à sa personnalité, c'est ce qu'elle va pouvoir créer à partir de cette note fondamentale pour amener sa quote-part à l'ensemble. Les qualités de personnalité peuvent apparaître en filigrane, dès maintenant assez facilement, à travers ses comportements vis-à-vis des autres nations, et puis à travers l'état d'esprit général et la psychologie de ceux qui la peuplent. Mais il faudra naturellement aller beaucoup plus loin pour mettre en évidence la qualité créatrice principale de chacune d'entre elles. Quant à la qualité d'âme, elle est encore très peu perceptible à l'heure actuelle, et le travail des serviteurs dans la politique consistera justement à l'aider à se révéler peu à peu. Ces deux qualités de personnalité et d'âme sont essentielles à comprendre pour les relations internationales. Parce que, à l'instar des humains, ces qualités indiquent la mission que chaque nation doit tenir dans le concert des pays du monde. Et les gouvernements futurs devront forcément être porteurs de cette vision. L'assumer jusqu'au bout. Autant dire que cette approche est pour l'instant totalement inentendable pour la plupart des peuples, et aussi d'ailleurs pour la plupart des gouvernements aujourd'hui. Généralement, ce que les peuples attendent de la politique maintenant, c'est qu'elle leur assure la survie, le bien vivre et le bonheur matériel. Et c'est ce bonheur matériel qui est en ligne de mire de la plupart des populations des pays occidentaux. La conséquence, ça en est qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les politiques qui mènent la barre, mais les multinationales. Des multinationales qui ont une vision très précise de leur but et dictent la feuille de route en mettant le cap sur la croissance. Alors que deviennent les gouvernements dans ce vaste jeu, ils ont perdu la vision et ils sont devenus des intendants, des gestionnaires du bateau, qui s'assurent simplement que l'équipage puisse profiter au mieux, aident tous ceux qui sont moins bien servis et font en sorte que les injustices ne soient pas trop criantes ou pas trop lourdes à porter pour tous les autres. Du coup, l'équipage récrimine sans cesse auprès de l'intendance politique. Alors que c'est auprès des multinationales, c'est auprès de ceux qui dirigent le bateau, selon leur vision, qu'il serait nécessaire de protester. Il faut se rendre compte que les démocraties se donnent beaucoup de mal à élire les intendants. Mais l'abstention s'accroît. Parce que ceux qui dirigent les multinationales et tiennent le gouvernail ne sont élus par personne et font ce qu'ils veulent. Il est donc temps de remettre les gouvernements à la barre et les multinationales à l'intendance. Il est temps que les gouvernements retrouvent une vision essentielle à long terme. Ceci dit, c'est intéressant de noter que les gouvernements autoritaires ont toujours une vision. D'accord, elle est personnelle ou nationaliste, constructrice ou dévastatrice, mais elle existe. Et les gouvernements autoritaires cherchent toujours à la mettre en œuvre, naturellement sans tenir aucun compte des désirs de la population. Mais on ne peut pas faire ça en démocratie. C'est pas possible. Alors, comment avoir une vision large au-delà du nationalisme et des intérêts particuliers? Pour se faire élire, il s'agit de coller au plus près des désirs d'une majorité. Et c'est ainsi que s'opère un certain nivellement par le bas. Et c'est là que se perd une réelle vision. Répondre aux besoins des uns et des autres. Alors que faire? Le problème des différentes formes de gouvernement est un travail auquel se consacre le groupe des serviteurs en politique.
Comment faire évoluer les modes de gouvernement? Comment retrouver un gouvernement qui propose une vision sans pour autant retomber dans l'autoritarisme? Si la démocratie est le reflet de l'état de conscience individuel, quel pourrait être le mode de gouvernement en conscience d'ensemble? Et plus tard, en conscience globale. Et quelles sont les étapes qui y mènent? Nous touchons là vraiment à des limites dont les éducateurs peuvent nous aider à sortir pour peu que nous cherchions à nous inscrire dans une dynamique de bien commun. Naturellement, beaucoup d'hommes politiques développent une vision d'avenir. Mais rares sont ceux qui parviennent à la mettre en œuvre, parce que quand ils arrivent au pouvoir, les exigences de la gestion sont tellement grandes, ils sont tellement attendus par la population, que finalement, ça ne marche pas, parce que la population dans son ensemble est très peu sensible, dans sa majorité, au prochain pas de conscience à réaliser par la nation. Parce que, en fait, c'est de cela dont il s'agit. À l'image de ce que vivent les humains, les nations doivent suivre un chemin d'élévation, qui est aussi un chemin de globalité, un chemin d'impersonnalité. Et ce chemin passe tout d'abord, comme pour les humains, par le renoncement au plan nationaliste, au plan qui vise à la glorification de tel ou tel pays, tant sur un plan culturel qu'économique ou même sportif. Le chemin d'élévation des nations passe par le renoncement à toute gloriole, à toute prétention individuelle, pour apprendre à contribuer à des ensembles plus vastes. Le chemin d'élévation des nations est un chemin de coopération qui fait fi de toute compétition. Il exige d'elles qu'elles pensent en termes d'ensemble et de bien commun, avant qu'il ne soit question de satisfaction particulière. C'est le mouvement qu'on a amorcé avec l'Europe. Mais nous voyons bien les difficultés et les résistances que ça suscite. C'est un sujet qui ne passionne pas du tout les électeurs. Tant que l'Europe demeure un marché économique et qu'elle promet de la croissance et de l'entraide en cas de difficulté, beaucoup quand même s'y intéressent parce qu'ils y voient un intérêt. Qu'est-ce que l'Europe peut m'apporter? Si de plus elle confère de la force pour nous protéger contre certaines grandes puissances, c'est encore mieux. Mais nous restons là dans des attitudes complètement individualistes. Des attitudes qui se servent du collectif pour le bien qu'ils en obtiennent individuellement. C'est la même attitude, pour faire une comparaison, qui anime celles et ceux qui méditent et qui font appel à l'âme pour que celle-ci les baigne de tous ses bienfaits. Bon, ce n'est ni bien ni mal, c'est juste une étape sur le chemin d'évolution. Mais c'est en cela que consiste le passage à l'âme pour une nation. Comme pour un individu, le passage à l'âme d'une nation s'opère par le passage de la conscience individuelle à quelque chose qui va être beaucoup plus une conscience d'ensemble. En fait, il faut bien se rendre compte que, en ce qui concerne les nations européennes par exemple, le passage à l'âme, c'est d'accepter de renoncer à vouloir être reconnu comme un grand pays. Renoncer à intervenir seul sur la scène internationale pour accepter de se fondre dans une Europe politique, dans laquelle chaque nation ne devient qu'un aspect d'un tout plus grand. C'est l'un des grands chantiers du groupe des serviteurs dans le domaine de la politique. Parce que il faut de nombreuses vies pour construire une personnalité dotée d'une conscience individuelle, de nombreuses vies au cours desquelles le physique, l'émotionnel et le mental se développent et se coordonnent. Et de même, il a fallu de nombreux siècles pour que naissent les pays, les nations, à travers le développement des villes, des provinces, des petits États. Il a fallu du temps pour que toutes les langues, les coutumes, les religions se fondent en une seule et même nation. Alors de même que le chemin d'élévation continue au-delà de l'étape personnalité pour l'individu, le travail des serviteurs dans la politique, c'est aussi d'accompagner les nations à continuer à se regrouper en des entités politiques de plus en plus inclusives, jusqu'à ce que toutes les frontières et les séparatismes divers tombent pour laisser vraiment la place aux États-Unis du monde. Nous devons aussi appliquer aux nations les mêmes étapes qu'à l'éducation, à savoir les plus avancées sur le chemin accompagnent les plus jeunes et leur donnent le goût de ce qu'ils prônent par l'exemplarité. Accompagner les nations les plus pauvres et les conduire hors de la misère vers l'autonomie
parce qu'elles font partie de l'humanité une, c'est une évidence quand on quitte les intérêts personnels nationaux. Naturellement, c'est un travail long et difficile qui exige de découvrir et d'appliquer tout d'abord l'innocuité dans les rapports internationaux. Et ça commence en cessant de vendre des armes, en cessant d'exploiter une main-d'œuvre bon marché et en ayant des rapports commerciaux équitables. Et puis ça pourra se poursuivre par une intense aide à l'éducation, c'est la clé, qui permettra à chacun de ces pays d'obtenir l'autonomie agricole, industrielle, financière, et par un partage équitable de toutes les richesses de la planète. Voilà à quoi peut mener l'élaboration de l'Antakarana de groupe, grâce à la contribution de chacun. Plus nous sommes nombreux à élaborer cette passerelle, et plus nous contribuons à la construction de cet Antakarana de l'humanité, seul chemin d'élévation possible vers un monde plus lumineux, plus aimant, plus sensé. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, si le groupe des éducateurs commence à bien fonctionner, il n'en est pas encore de même pour le groupe des politiques. Ce groupe est encore en construction et c'est à mesure que les individus gravissent le chemin de l'élévation par l'éducation que ça rendra vraiment possible cette grande éducation de groupe par la politique. Et ce travail sera complété plus tard par le 6e groupe que nous verrons la prochaine fois. Comme nous l'avons dit à propos des autres groupes, cet enseignement n'est pas du tout destiné à donner des informations éventuellement intéressantes, mais qui ne semblent pas nous concerner dans notre vie quotidienne. Au contraire, tout ce qui est décrit pour chacun de ces groupes de serviteurs nous est adressé à chacun. C'est à chaque fois une invitation au travail intérieur, parce que ça met en jeu des attitudes de révélation de nous-mêmes. Il nous appartient donc bien de tout faire pour nous préparer, nous éduquer à servir dans n'importe lequel de ces groupes. On dit souvent qu'éduquer, c'est donner de l'attention, donner de la reconnaissance, donner de l'amour à ceux qu'on accompagne. Mais il est important d'intégrer qu'en réalité, on ne donne pas. On ne fait que partager ce que l'on a reçu. Soyons donc attentifs à ce que nous recevons chaque instant, à ce que la vie propose. Accueillons le plus grand pour concourir à toutes les expansions de conscience qui touchent l'ensemble des terriens. Nous sommes un, et il revient à chacun d'entre nous d'enrichir l'unité de sa propre richesse. Partageons donc ce que nous avons reçu pour que les moissons de l'été profitent à tous. Eh bien, je vous propose là-dessus une méditation.